J'ai le plaisir d'être en compagnie de Manon Labarchède, doctorante en architecture, mais aussi quelque part en sociologie. Tout à fait. À propos, sous quelle bannière allez-vous présenter cette thèse que vous préparez et quel en est l'intitulé exact ? Alors, l'intitulé exact, c'est Habitat et maladies d'Alzheimer, architecture et appropriation spatiale et territoriale. C'est toujours très long, les titres. Oui, tout à fait. Et encore, elle est relativement courte pour une fois, on va dire. Alors, vous êtes né à Mont-de-Marsan. Tout à fait. Vous avez fait vos études à Bordeaux. Oui. En architecture d'abord. Oui. Puis vous avez été diplômé en 2015 d'architecture. Oui. Et puis en sociologie, vous avez obtenu un master 2. Exactement, oui. C'est bien de me dire oui. Votre intérêt pour la sociologie vous a poussé à vous intéresser à la maladie d'Alzheimer, ce qui vous a permis de rencontrer des aidants, de visiter des centres, mais c'est par le côté architecture que vous espérez venir en aide à ceux qui sont atteints par cette maladie. Tout à fait, oui. Alors parlez-nous d'une part de comment vous voyez cette maladie et de quelle manière vous l'avez approchée. En fait, donc effectivement, à la suite de mon diplôme d'architecture, j'ai réalisé une année de sociologie. Durant cette année, en fait, mon directeur de thèse actuel, Guy Tapi, m'a proposé ce projet de thèse traitant de la maladie d'Alzheimer et du rapport avec l'habitat des personnes malades. Et j'ai décidé d'aborder ce problème en mêlant du coup les deux disciplines dans lesquelles j'ai pu travailler, c'est-à-dire à la fois l'architecture, mais aussi la dimension sociale. L'idée étant d'appréhender la maladie à travers une dimension spatiale, c'est-à-dire de comprendre la manière dont les personnes malades arrivent à s'approprier l'espace dans lequel elles se trouvent, l'espace dans lequel elles résident, et l'importance que peut revêtir les différentes formes d'habitat auxquelles elles peuvent être confrontées. Vous n'avez pas du tout regardé le côté médical. Alors, je l'ai complètement intégré dans ma démarche puisque quand on parle de maladie d'Alzheimer, on ne peut pas mettre de côté la dimension médicale. Donc l'enjeu de mon travail, c'est justement de réussir à allier ces trois disciplines que sont l'architecture, la sociologie et la santé. Et de parvenir justement à comprendre la manière dont elles interagissent dans l'habitat des personnes et ce qu'elles impliquent sur leur quotidien et sur leur pratique de l'espace. Mais par contre, c'est un sujet qu'on vous a imposé, Alzheimer. Vous auriez été vous-même de ce côté-là ? Alors, je dirais pas qu'on me l'a imposé, on me l'a proposé et oui. J'ai effectivement j'ai choisi ce sujet. C'est quelque chose auquel j'étais déjà assez sensible au moment de mon diplôme d'architecture, puisque j'avais travaillé sur l'habitat des personnes âgées. À l'origine, je voulais travailler sur l'habitat des personnes Alzheimer, sauf que la temporalité du projet en fait faisait que j'avais pas le temps de m'y pencher suffisamment, puisqu'il fallait vraiment intégrer la spécificité de la maladie. Donc, on va dire qu'il m'a été proposé, mais que ça a été une très très bonne occasion pour moi et que ça m'intéressait entièrement. Et diable, pourquoi est-ce que la maladie d'Alzheimer vous intéresse ? Parce que, quelque part, c'est une maladie dont on entend énormément parler, qui touche de plus en plus de monde, malheureusement aussi. C'est une maladie dont, finalement, on entend énormément de choses, dont on n'arrive pas forcément toujours à saisir les éléments, on va dire, ce qui la constitue. Il y a aussi toute cette partie de maladie apparentée qui est assez importante. Qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire que va y avoir la maladie d'Alzheimer, mais il y a un certain nombre de maladies neurodégénératives qui sont intégrées à la maladie d'Alzheimer, on va dire, parce que les patients ont les mêmes symptômes, souffrent des mêmes problèmes, et donc c'est quand même une maladie qui à la fois était très très présente sur la scène politique et médiatique, mais dont d'un côté j'avais pas vraiment conscience ou du moins une image assez vague de ce que pouvait être la réalité d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, au départ, elle vit normalement. Tout à fait. C'est donc à partir d'un certain stade. Et donc, je pense que c'est le côté médical qui joue là pour choisir le moment. Effectivement. La particularité de ma thèse, c'est que je m'intéresse à la trajectoire résidentielle aussi des personnes. C'est-à-dire que c'est pas forcément le moment de l'entrée en institution ou en établissement spécifique qui m'intéresse, mais c'est vraiment... Quand ils y sont. Même avant. Le maintien à domicile fait aussi partie de ce qui m'intéresse dans ma réflexion, justement. De voir comment cet habitat, en fait, est amené à évoluer du fait de l'évolution de la maladie. Donc vous envisagez éventuellement, dans votre thèse, de parler du maintien à domicile ? Je l'envisage intégralement, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous y voyez pour le maintien à domicile ? Du monde ?
la dimension sociale, tout ce qui est l'attachement au chez-soi, dont on parle énormément, le déracinement qui est de l'entrée en institution dont on parle. Mais justement, c'est d'étudier avant qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes et les dispositifs qui sont mis en place par les aidants, par les malades, pour justement maintenir le plus longtemps possible la personne à domicile. Et d'un autre côté, la difficulté que peuvent avoir certains aidants justement à s'occuper de la personne malade, parce que c'est quelque chose qui est compliqué. On se retrouve des fois seul avec la personne malade, à devoir juger des réactions qui ne sont pas les siennes à l'origine, puisque la maladie fait changer énormément les choses. Donc c'est vraiment aussi tout ça qui m'intéresse, c'est de voir en fait les différentes formes d'habitat, mais que ça relève du maintien à domicile, de l'hébergement temporaire ou permanent. Oui, mais par contre, le maintien à domicile représente de l'aide de personnes, de tierces personnes. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce côté-là aussi? Oui, enfin là, en état actuel de ma thèse, j'ai commencé à regarder. Je me suis pas encore vraiment penchée sur le sujet, mais effectivement, tout ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir tous les acteurs qui gravitent autour des personnes malades, entre guillemets, donc qui va être l'aide, les infirmières, les aides à domicile, les dispositifs d'accueil de jour, enfin voilà, tout ce qui va vraiment entourer la personne en fonction des différents lieux dans lesquels elle réside. Alors, je vais vous poser une question, vous qui êtes bien calé là-dessus. Vous savez très bien que les aides à domicile, c'est jamais la même. Oui. En quoi est-ce que ça peut déranger les Alzheimer? C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est une maladie où on se retrouve où on a des fois du mal à reconnaître les personnes qu'on a en face de soi, même quand il s'agit de son conjoint ou de sa famille. Donc j'imagine que la difficulté pour une personne, c'est de faire confiance quotidiennement à quelqu'un qui est différent. Surtout sur des actes qui sont très personnels. Oui. Donc effectivement, je pense que ça a un gros inconvénient, mais que ce soit pour une personne gérée malade ou pour une personne qui reçoit quotidiennement des actes de soins et qui n'est jamais en face de la même personne, ça peut être compliqué. D'accord. Et d'après vous, est-ce que ces personnes-là, les aides-soignantes, ne sont pas les aides-soignantes, les aides, domicile sont formées? Je pense que pour la plupart, oui, elles le sont. Donc on les choisit exprès. Ah oui, j'imagine. Nous allons passer à quelque chose de plus drôle, parce que ce n'est pas très drôle, et nous allons écouter de la musique.
C'était King of Magic que chantait Queen. Nous reprenons notre conversation avec Marion Lavarchède et je voulais vous demander, puisque vous êtes en architecture finalement, il va y avoir une question de construction. Vous participez à ce projet de construction? J'y participe par mon analyse durant ma thèse. Est-ce que j'y participe en tant qu'acteur Non, vous mettez pas les briques, je me doute. je ne conçois pas les plans non plus. Non, j'y participe par l'analyse que j'apporte là à l'heure actuelle des choses telles qu'elles se font maintenant. Les choses indispensables ou les choses que l'on pense indispensables? Les deux, effectivement. C'est coincé là. C'est l'ambiguïté de mon sujet, c'est-à-dire que ce qu'on peut remarquer, c'est que d'un côté, on va avoir des acteurs, des professionnels du soin, des professionnels de la construction, qui vont penser l'habitat pour une population spécifique, qui est les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et finalement, la complexité du sujet, c'est que on peut pas tant poser la aux usagers, finalement aux futurs usagers de ces lieux, de ce qu'ils souhaiteraient, de ce qu'ils aimeraient vivre. Donc c'est un peu comparer justement les représentations de l'habitat qu'on peut avoir pour cette population avec la pratique quotidienne que les personnes malades peuvent en faire. Mais on peut faire du questionnement auprès des soignants. Oui, tout à fait. Après, les soignants ne sont qu'une catégorie d'usagers de ces lieux. De ces locaux, oui. Et quelle est la part de la maladie qui exige des locaux spéciaux? Ça va être quand il va y avoir un certain avancement de la maladie, donc quand on va avoir sur des personnes qui vont déambuler de plus en plus, qui vont avoir besoin Ils déambulent toujours? La plupart, oui. D'accord. La plupart, oui. Ça va être en fait pour des personnes qui ont besoin en fait d'exprimer les spécificités de leur maladie et en fait qu'ils puissent le faire dans des lieux qui soient conçus pour eux, qui soient conçus pour la maladie et qui leur permettent en fait de vivre librement mais en sécurité. Librement mais enfermé. C'est effectivement une part de... Ça dépend des dispositifs. Encore une fois, on a des lieux et des structures qui pensent différemment, on n'a pas les mêmes réglementations sur différentes structures. L'une des spécificités de ma thèse, c'est que j'étudie aussi un modèle canadien dans lequel en fait on n'a aucune limite qui est attribuée aux personnes malades. C'est ouvert ? Effectivement, c'est ouvert. Il y a juste en fait une surveillance des personnes qui fait que si jamais ils décident à un moment de sortir, d'aller se balader dans la rue, ils le font. C'est juste qu'il y a quelqu'un derrière qui... il y a quelqu'un qui les suit. Il y a quelqu'un qui les suit, qui surveille où ils vont, parce qu'effectivement, ça peut être dangereux pour eux. Mais en aucun cas, on leur marque une limite ou on les enferme, effectivement. Alors qu'en France, logiquement, ils sont dans un lieu, je vais pas dire local, dans un lieu plus ou moins vaste, de manière à les sécuriser. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien entre la vie en société qui est plus ou moins fermée, et les constructions prévues? Oui, effectivement, il y a un lien qui est assez fort, parce que cette limite, la limite spatiale et la limite d'enfermement, elle est déterminée en fait par l'établissement et par la conception même du lieu. Donc c'est déjà, ne serait-ce que l'emplacement du lieu montre assez clairement la vision qu'on a de la maladie et de la place qu'on peut attribuer aux personnes malades dans la société. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que cette typographie des lieux, qui doit coûter fort cher, j'imagine, puisse influer sur une éventuelle amélioration des malades? Je le pense, oui, effectivement. Je pense que certains malades que la configuration de certains lieux permet vraiment aux personnes malades de vivre différemment avec leur maladie, en réussissant à l'exprimer. Et des fois, le simple fait de pouvoir, tout simplement, d'avoir la possibilité de déambuler, d'avoir la possibilité de déplacer des objets, si on a envie de déplacer des objets, sans que ça ait forcément un sens. Je pense qu'effectivement, oui, ça a une influence sur la manière, sur leur maladie et sur la progression de la maladie aussi. Ça peut éventuellement aider à les stabiliser. Tout à fait. Dans les récits de vie que j'ai pu faire à l'heure actuelle, il y a certaines familles qui m'ont très clairement expliqué que depuis que la personne était rentrée en établissement, donc dans certains types de structures, il y avait une nette progression quant à leur capacité à faire les choses seuls, quant à le fait tout simplement qu'ils puissent marcher. Certains sont arrivés en fauteuil roulant et une semaine ou deux après
marcher librement dans l'établissement. Donc effectivement, je pense que le lieu et la manière dont on prend en charge les personnes malades a une nette influence sur leur maladie, oui. Mais dans ces projets auxquels vous participez, y a-t-il une partie qui concernera les aidants, Oui, tout à fait. par exemple? En fait, la particularité de ce type de projet, c'est qu'on se retrouve avec des usagers multiples sur un lieu, sur un seul et même lieu. Et il faut réussir en fait à satisfaire tout le monde, tout simplement, sans que un acteur prenne le pas, on va dire, sur l'autre. Donc sans que, par exemple, le personnel soignant prenne le pas sur une structure qui est à l'origine un lieu de vie. Donc effectivement, je pense que la place des aidants, elle est importante parce que les aidants, quand ils viennent, ils ont besoin aussi d'avoir des lieux pour retrouver leur famille, de pas forcément se retrouver par exemple dans la chambre de la personne malade, parce que quand on vient voir quelqu'un, on n'a pas forcément envie de le retrouver dans sa chambre. Donc effectivement, je pense qu'il y a une part importante aussi pour les aidants, pour les familles qui sont là et qui accompagnent très souvent la personne qui est malade. Avez-vous rencontré des aidants? Oui, tout à fait. Et alors, quelle impression avez-vous eue? Déjà une très bonne impression parce que j'ai eu affaire à des personnes qui ont vraiment été dans une logique de m'aider dans mon travail de recherche, qui se sont montrées très très disponibles pour moi. Oui. Donc ça, c'est vraiment déjà un plaisir en tant que chercheur d'avoir ça. Après, c'est des personnes qui, on le sent, sont en grande souffrance par rapport à la maladie de leurs proches, parce que effectivement c'est une maladie dont on n'arrive pas à comprendre tout, et c'est compliqué d'accompagner pas à pas la personne malade. L'entrée en institution est quelque chose de très compliqué aussi, puisqu'il y a une forte culpabilité de la part de l'aidant qui est légitime, mais qui pour autant on sent qu'ils ont été vraiment jusqu'au bout et qu'ils ont vraiment donné énormément d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est compliqué des fois d'être face à cette souffrance de la personne, mais d'un autre côté, on sent qu'ils agissent dans une optique de bien-être de la personne et vraiment de faire en sorte que la personne se sente bien. Avant de craquer eux-mêmes et de faire du mal à rencontrer des aidants. Oui, tout à fait. Et alors, quelle impression avez-vous eue? Déjà une très bonne impression parce que j'ai eu affaire à des personnes qui ont vraiment été dans une logique de m'aider dans mon travail de recherche, qui se sont montrées très très disponibles pour moi. Oui. Donc ça, c'est vraiment déjà un plaisir en tant que chercheur d'avoir ça. Après, c'est des personnes qui, on le sent, sont en grande souffrance par rapport à la maladie de leurs proches, parce que effectivement c'est une maladie dont on n'arrive pas à comprendre tout, et c'est compliqué d'accompagner pas à pas la personne malade. L'entrée en institution est quelque chose de très compliqué aussi, puisqu'il y a une forte culpabilité de la part de l'aidant qui est légitime, mais qui pour autant on sent qu'ils ont été vraiment jusqu'au bout et qu'ils ont vraiment donné énormément d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est compliqué des fois d'être face à cette souffrance de la personne, mais d'un autre côté, on sent qu'ils agissent dans une optique de bien-être de la personne et vraiment de faire en sorte que la personne se sente bien. Avant de craquer eux-mêmes et de faire du mal à la Actuelle, je peux pas dire, j'ai pas vraiment de lieu
qui, comment dire, j'ai pas de lieu où je peux dire c'est bien, c'est mal, la manière dont les personnes sont prises en charge. L'idée, c'est justement de réussir à nuancer un peu les choses pour qu'on ne soit pas dans cette vision un peu manichéenne des structures. Donc, j'ai pas pour l'instant de Mais vous avez lieu. visité pourtant plusieurs lieux. Oui, tout à fait. Et entre les deux dont vous m'avez cité les noms, est-ce qu'il y en a un qui vous a semblé plus adéquat? Non. Très honnêtement, non. Non, ce n'est pas du tout ce que vous cherchez à faire. Non, l'idée, c'est vraiment pas de classer les structures en c'est bien ou c'est mal. C'est vraiment l'idée, c'est justement de comprendre dans tout ce qui est mis en place, dans la manière dont les personnes sont prises en charge, ce qui en fait relève vraiment de la qualité de vie et les choses vraiment bien, la mise en place de l'équipe qu'il peut y avoir, la structure, les qualités au sein des différentes structures. Mais justement, l'idée, c'est de réussir à nuancer un peu les choses et pour montrer qu'on peut pas juste classer une structure en disant elle est entre guillemets elle est chère, elle est bien, ou elle est pas chère, elle est pas bien. Non, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Bien sûr, oui. Peut-être des propos que je ne pensais pas. Absolument pas. Quel est l'impact du diagnostic quand il est prononcé sur la famille? Il est important. Il est très très important. Après, c'est un peu à double tranchant d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est-à-dire que certaines familles vont avoir besoin d'avoir ce mot maladie d'Alzheimer qui va être posé sur ce que vit la personne malade. D'autres préfèrent ne pas le savoir, en ont parfaitement conscience, mais préfèrent ne pas dire ouvertement c'est un Alzheimer, ou au contraire, des fois, ça n'en est pas un. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce diagnostic, il est vraiment important. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas l'accepter pour eux-mêmes ou ils ne veulent pas le dire aux autres? Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que souvent la personne malade, on lui dit pas forcément. Bon, je pense que la personne malade, de toute façon, ça la concerne pas trop. Bah si, quand même, c'est la première concernée par le diagnostic. A priori, si elle a Alzheimer, elle ne réalisera pas exactement ce que c'est. Ça dépend à quel moment le diagnostic est porté, en fait. Oui, tout simplement. C'est-à-dire qu'à certaines phases de la maladie, elle va parfaitement prendre conscience de ce qu'elle a. Donc effectivement, ça peut être assez violent à entendre. D'un autre côté, certains ont besoin aussi de l'entendre. Pour eux, de le savoir, c'est important. Plutôt que ça explique, ça peut expliquer leur perte de mémoire récurrente qui peuvent être compliquées à saisir pour certains. Ça peut expliquer que des fois, ils ont une certaine agressivité. Ils comprennent pas pourquoi ils réagissent ainsi. Donc, je pense qu'en fait, ça dépend vraiment des situations, mais que dans tous les cas, le diagnostic, c'est quand même une étape assez importante et assez marquante pour une famille. Pour la famille, sûrement. Et si pour Alzheimer, on peut l'annoncer, ça peut peut-être les aider à accepter la mise d'être placés. Oui, là encore, je sais pas trop, puisque le problème de l'entrée en institution, c'est que généralement, il survient lorsque la personne est a vraiment atteint un seuil de la maladie où finalement, elle se met en danger, elle met en danger la personne, son aidant principal, comme on l'appelle généralement. Donc je sais pas si là concrètement à ce moment-là, l'entrée en institution, elle est vraiment comprise et ou s'ils sont en capacité de saisir concrètement ce qui se passe et c'est là aussi toute la complexité de la situation. Et donc c'est la raison pour laquelle votre projet a beaucoup d'importance dans la mesure où ils seront bien. Effectivement, je l'espère du moins. Eh bien, j'étais en compagnie de Manon Lamarchède, doctorante, qui nous a éclairé sur le sujet et le cœur de sa thèse. Merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps et je vous souhaite une vraie réussite. Merci.